Bonjour, donc dans cette capsule, je poursuis là, je détaille davantage la partie concept, définition, équation. On est dans la conservation de l'énergie dans un cours de cégep au fond. Je l'ai peut-être pas mentionné hein, dans la dernière capsule. On est dans un cours collégial. On peut être au lycée, hein, du coup. On peut être au début de la fac, mais c'est surtout un cours collégial au cégep. Donc, l'énergie mécanique qui est conservée ou non. Si elle est conservée, c'est qu'elle reste constante. On parle de l'énergie potentielle gravitationnelle, de l'énergie potentielle élastique, celle du ressort, on peut la noter là, élastique, ou avec R pour ressort, l'énergie cinétique. Des fois, on note ça EC, l'énergie cinétique. Des fois, on note l'énergie potentielle EP. Dans plusieurs manuels, on la note U. Ici, je la note U. Si elle est conservée, la variation d'énergie est nulle. Si elle se transforme, si elle est non conservée, désolé pour le bruit, alors c'est qu'il y a un travail extérieur qui est effectué par le frottement, et ainsi de suite, par exemple, par un agent extérieur qui donne un coup de pied à un ballon. Hein, un travail extérieur, ça peut être quelqu'un ici qui a un ballon qui a une vitesse initiale nulle et avec son gros pied vient donner un coup, vient exercer une force et que cette force-là s'exprime sur une certaine distance. Alors là, le travail extérieur effectué équivaudra à la force fois le déplacement fois le cosinus de l'angle entre la force et le déplacement, les deux étant ici dans la même direction, le cos de 0 qui vaut 1, et donc on a la force fois le déplacement. Ça peut valoir 20 joules. Hein? Si on a une force de 1000 newtons pendant 2 cm sur une distance de 2 cm, alors là, on va avoir 20 joules. Le botté, le coup de pied, c'est un transfert d'énergie. Le travail est un transfert d'énergie de son pied vers le ballon. D'énergie mécanique. Ici, en l'occurrence. Donc, on ne parlera pas des énergies électriques, nucléaires, tout ça, lumineuses, radiatives, thermiques, ou très peu. On parle de l'énergie mécanique qui, lorsqu'elle est conservée, lorsque par exemple toute l'énergie potentielle est transformée en énergie cinétique lorsqu'un objet tombe, alors là, l'énergie mécanique est conservée, elle s'est transformée de potentiel à cinétique. On aura cette situation-là. La situation la plus générale, c'est que s'il y a du frottement ou quoi, l'énergie mécanique sera équivalente, la variation d'énergie mécanique sera équivalente au travail effectué par l'agent extérieur. D'accord? Dans les exercices que vous allez rencontrer, vous allez développer selon le contexte chacun des termes présents. S'il y a deux objets, ben chacun va avoir sa variation d'énergie. On peut le développer de différentes façons. On peut décider de vraiment séparer l'énergie finale et l'énergie initiale, puis là calculer s'il y a lieu le travail avec les forces et les déplacements. Là. Ce type de stratégie. Quand il y a un angle entre la force et le déplacement, c'est cet angle-là qu'on prend ici. Θ. Donc ça peut être une façon de l'aborder, puis là de développer l'énergie finale selon toutes ses formes, là, les énergies potentielles, de ressort, cinétique, ainsi de suite, soustraire toutes les énergies initiales. Ou on peut aussi
séparer sous ces formes les variations des énergies. Garder ensemble final moins initial les énergies potentielles de gravité, du ressort et cinétique. Puis encore, s'il y a deux objets, s'il y a deux ressorts, ça peut être dédoublé encore. S'il y a trois objets, ainsi de suite. Donc peut-être qu'on peut parler là, de chacun de ces types de choses. Un travail extérieur, selon le contexte, ça pourra être un travail qui est fait par un frottement, par une force extérieure, comme un coup de pied, comme je disais tout à l'heure. Initialement, le ballon, on n'a pas d'énergie, mais après le coup de pied, il a beaucoup d'énergie. Puis le mur, l'impact avec le mur agit pour rediriger cette énergie-là. Voilà. Très drôle. Voilà, donc j'y reviendrai là, quand on parlera de méthode de résolution. Ça sera en fait pour toutes les situations de développer ça en une seule, plutôt grande équation développée selon le contexte. Ça veut dire qu'il y a souvent juste un inconnu à déterminer. Parlons donc des différents types d'énergie. Dans l'énergie mécanique, il y en a trois types. L'énergie potentielle de gravité, l'énergie élastique, l'énergie potentielle des ressorts, et l'énergie cinétique. Je vais débuter avec l'énergie cinétique. C'est de l'énergie de mouvement. Si une masse a une certaine vitesse, c'est qu'elle bouge. Et l'énergie cinétique est une énergie de mouvement. Si tu as une masse et une vitesse, tu vas avoir une énergie cinétique. On va souvent calculer les énergies cinétiques initiales et finales, puis être amené à les inclure séparément dans les équations sous les formes de variation d'énergie. La variation de l'énergie va correspondre à la variation de l'énergie potentielle de gravité et de ressort et rajouter à la variation de l'énergie cinétique. Donc, la variation d'énergie cinétique, c'est une demi-mv carré finale moins une demi-mv carré initiale. Puis, nos objets ne changeront pas de masse en général. Donc, on va se retrouver avec une demi-m avec v final au carré moins v initial au carré. Bon, ceci étant un i. C'est de l'énergie de mouvement. C'est de l'énergie qu'on voit par le mouvement. L'énergie potentielle de gravité est une énergie de hauteur. Bon, formellement, c'est l'énergie potentielle du système créé par l'objet et la Terre. L'objet, disons, une pomme ou une brique. La brique, c'est plus facile. La brique est à une certaine hauteur, h. Puis, l'énergie cinétique étant comme une énergie de vitesse, une énergie de mouvement, l'énergie potentielle est une énergie de hauteur. Plus l'objet il est haut, plus il aura d'énergie potentielle de gravité. Plus l'objet a de vitesse, plus il aura d'énergie cinétique. Préciser là, que, bon, moi je l'écris avec une hauteur, plusieurs manuels vont l'écrire avec un Y, en précisant qu'on prend l'axe des Y comme ça. Donc je prends l'occasion là, pour spécifier que moi je m'imagine un axe des hauteurs qui est parallèle à la majorité des arbres dans une forêt pas trop dense. Les arbres poussent verticalement. Bon, ben moi je parlerai de hauteur là,
Mais la majorité des livres vont... Bon, une certaine part de livres va utiliser la notation avec un Y ici. MGY. Y. Moi, je préfère écrire H. Mais je spécifie que vaut mieux utiliser un axe usuel. La seule raison qu'on courbe nos axes, c'est pour faire les liens avec l'accélération en dynamique. Si on cherche une force, une accélération, on fait de la dynamique. Sinon, on prend les axes bien usuels, x, y, horizontal, vertical. Donc, voilà ce que j'ai à dire pour l'énergie potentielle gravitationnelle. On peut spécifier que sa variation MGH finale moins MGH initiale, le MG étant des constantes, l'objet ne change pas de masse, on va se retrouver avec un truc comme ça. Pour les variations d'énergie. Maintenant, parlons de l'énergie potentielle d'un ressort. Un ressort, si je le prends et qu'en le sortant de sa boîte, ni comprimé ni étiré, il a une certaine longueur. Alors, si je viens et que je le comprime, donc il est écrasé, et sa longueur a varié, on pourrait dire LF moins LI. Ça ici, la variation. Le livre de Benson, par exemple, l'appelle X. Certains vont l'appeler delta L. L'allongement, l'étirement. X, c'est plus simple, mais en même temps, il ne faut pas se mélanger avec, disons, la position d'un bloc. Le bloc peut avoir bougé d'1 mètre avant de toucher le ressort, donc il faut faire attention. Donc, on pourrait l'appeler le changement de longueur. Je vais seulement l'appeler X. L'état de compression finale du ressort. Parce qu'il y aura un delta X, son état final et son état initial. L'énergie d'un ressort, là, si vous utilisez de la France, on parle de l'énergie élastique. C'est 1/2 fois la constante d'élasticité du ressort et son état d'allongement-étirement par rapport à sa longueur naturelle, au carré. Donc la variation de cette énergie-là, élastique, 1/2 K finale moins initiale. X finale au carré moins X initiale au carré, on peut l'écrire comme ça. Ça, c'est la variation de l'énergie potentielle contenue dans le ressort. Bon, on peut parler un peu de philosophie là, de c'est quoi une énergie potentielle. Quand on a un objet qui est à une certaine hauteur, là, le bloc M ici, qui est à une certaine hauteur, il n'y a pas d'énergie de mouvement, on ne le voit pas bouger. Mais il y a une certaine forme d'énergie qui se libère lorsqu'on le lâche. Et lorsqu'on le lâche, le bloc, il va développer une énergie cinétique en gagnant de la vitesse. Son énergie potentielle va se manifester en se transformant en énergie cinétique. Donc, à la fin, le bloc va avoir, s'il avait une vitesse initiale nulle, il aura une vitesse finale qu'on peut calculer avec la conservation de l'énergie. En calculant que toute l'énergie potentielle initiale s'est transformée en énergie cinétique à la fin. Puis en isolant le V. Le ressort est un peu le même genre de truc. S'il est comprimé, il contient une genre de forme d'énergie potentielle que si je place un bloc ici avec une masse M et que je le lâche, alors là, cette énergie potentielle-là va se manifester en gagnant de la vitesse et en devenant de l'énergie cinétique. Le bloc gagne de la vitesse et l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. D'accord, donc je préfère utiliser X que delta L parce qu'il y aurait comme un delta L final moins delta L initial, ça ferait delta delta L, ce serait lourd.
Ce que j'appelle X, c'est l'état d'étirement ou allongement du ressort. C'est sa variation de longueur. On pourrait dire négative si le ressort est comprimé, puis positive si le ressort est allongé. X, dans le fond, c'est la longueur finale du ressort, moins sa longueur initiale. Sa longueur initiale, c'est comme sa longueur naturelle. Je vais mettre un petit N ici pour la longueur naturelle que j'avais mis en noir ici tout à l'heure. Et je vais mettre F pour la longueur finale. La longueur finale du ressort. Je l'avais mise en bleu tout à l'heure. D'accord. Donc, X est déjà comme une variation de longueur. Donc, ici, le X final au carré moins X initial au carré. Donc, changement de longueur. Faites attention, c'est pas delta X qui est au carré, c'est le X final qui est au carré moins le X initial qui est au carré. D'accord, on parle de l'allongement final du ressort et de son allongement initial, ou sa compression initiale, sa compression finale. On peut dire que X est négatif si le ressort est comprimé, mais ce négatif-là, bon, il est toujours au carré, le X, là. Donc, ça n'aura pas d'impact sur les équations comme telles. OK? Donc, voici ce que j'avais à dire par rapport aux trois types d'énergie. On va les développer initiale et finale pour chaque objet dans un problème qu'on va analyser pour trouver, par exemple, la vitesse finale du bloc en quittant le ressort, ce genre de truc-là. Ou la hauteur atteinte par un truc qu'on lance vers le haut ou sur un plan incliné, avec ou sans frottement, ainsi de suite. Aussi, on pourra voir les concepts là, en translation en premier et en rotation ensuite. Je vais mettre des exemples à la fin pour inclure l'énergie cinétique de rotation. Puis, il y aura des exemples là, à la fin de cette même liste de lecture-ci. Pour ça, donc si vous faites ça à la fin de la session, vous inclure la rotation, vous pourrez revenir voir les éléments dans cette liste de lecture-ci. Ok, c'est ce que j'avais à dire. Voilà, c'est tout. Ce sont tous les concepts, les définitions, les équations qu'on utilise ici, incluant là, le concept de travail. Dans le Benson, il y a tout un chapitre sur le travail. Je ne l'ai pas mentionné, là, mais si vous utilisez le Benson, on parle des chapitres 7 et 8 pour le travail, l'énergie potentielle, la conservation de l'énergie, puis les sections du chapitre 11 pour l'énergie cinétique, l'énergie et la conservation de l'énergie en rotation. Si vous utilisez le La France, on parle des chapitres 8 et 9 pour la conservation de l'énergie, le travail, tout ça. Et la rotation se retrouve aussi, là, je pense que c'est 11.4 et 11.5, là, je ne suis pas certain, dans le chapitre 11 pour la rotation. Si vous utilisez le Séguin, là, il y a beaucoup moins de chapitres. Je pense qu'on parle ici des chapitres 3 et 4 ou sinon 4 et 5 là, dans le Séguin. Sinon, bon, dans le Serway, c'est similaire. D'accord, donc, prochaine capsule, on va parler de méthode de résolution et contexte d'utilisation. Puis, je vais t'enchaîner avec des exemples.